problème technique, pardon. Indépendamment de volonté, on est toujours. J'ai l'honneur d'introduire donc Madame Françoise Gratiagne, que j'ai déjà présentée, qui va nous parler de diversité et enjeux d'une bibliothèque de savoir humaniste. Merci. Et je remercie moi aussi l'initiative heureuse et nécessaire d'Hélène et de l'équipe de la Sorbonne qui a pris des rendez-vous réguliers depuis 2 ans pour explorer ce fonds tout à fait extraordinaire que je suis ravie d'avoir eu l'occasion de découvrir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce projet et dans la bibliothèque, c'est non seulement ce qu'on s'attend à y trouver, mais aussi les surprises. Et les surprises sont favorisées par ce kairos qui fait cette occasion, qui fait que la bibliothèque étant en travaux, on peut circuler au milieu des livres, c'est comme un voyage d'exploration. On va au hasard et on tombe au hasard forcément sur des tas de choses. Et donc j'en ai trouvé tellement que j'ai eu beaucoup de mal à choisir ce que j'allais vous présenter. Et je me suis dit que finalement le plus nécessaire aussi aujourd'hui, c'est de rappeler que ces savoirs anciens qui sont à l'origine, comme l'a rappelé aussi Mme Guerini, des savoirs modernes, qui sont le fondement de la culture et de la civilisation européenne et occidentale, ont été déconnectés récemment, mais que ce qui fait leur principale richesse et leur principale effet de stimulation, c'est qu'ils ont toujours été connectés. Et donc, le fait que cette équipe soit interdisciplinaire était aussi une nécessité. Parce que donc, le premier enjeu des humanités, de ce qu'on appelait encore au XIXe siècle les humanités, de Dante jusqu'au XIXe siècle, leur premier enjeu était d'apprendre à chaque individu comment devenir plus humain. C'est pour ça que ça s'appelait les humanités, parce que ça apprenait à devenir humain en choisissant, et la formule est de Dante, une vie de science et d'art. Et les deux sont toujours indissociables, au point que science et art étaient même synonymes à une époque. Car les savoirs anciens portés par les lettres étaient considérés comme le patrimoine de l'humanité. C'est pourquoi les savoirs qu'on appelle humanistes se caractérisent par leur diversité et peuvent encore soutenir par leur cohérence un choix de société librement consenti. Dans un passé qui a été oublié, ces savoirs humanistes ont servi non seulement à construire un peu partout ce qu'on appelle aujourd'hui une société de la connaissance, et que tout semble désormais condamné à l'utopie, en resserrant durablement l'articulation entre la littérature, les sciences et les arts, dont les liens originels ont été défaits par l'hyperspécialisation des savoirs modernes. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à un tel degré d'incompréhension de ce qui fait l'humain que nous sommes réduits à devoir réinventer ce qu'on appelle un vivre ensemble, qui n'est jamais que la traduction du mot société. À vivre ici et maintenant, selon des principes que la plupart croient ou veulent faire croire qu'ils n'ont jamais existé. Alors qu'au contraire, dans les sociétés anciennes, de même que la solidarité entre humains la solidarité entre humains, comme la solidarité entre les sciences et les arts, avait des fonctions réciproques, car aucun savoir ne peut être à lui-même sa propre fin. Et la diversité des cultures ne peut être réduite à un modèle de pensée uniforme. Et c'est ce que les sociétés anciennes savaient. Être capable de mettre en relation les sciences les plus diverses, qui sont en fait le miroir de la diversité des choses et des êtres dans la nature, fut longtemps reconnu comme un des moteurs de la circulation des savoirs, dont les plus anciens sages ont défendu la nécessité à la fois pour consolider les liens sociaux et pour permettre à chaque individu d'aspirer à un bonheur légitime. Donc société et individu n'étaient jamais déconnectés non plus. Notre conception de la culture, trop moderne, trop moderniste, a été faussée par la croyance illusoire que les problèmes de société qui se posent à nous ici et maintenant seraient nouveaux, alors qu'ils ne sont jamais que l'actualisation des questions que les anciens se posaient déjà sur le sens de l'humain.
On les comprendrait mieux si on lisait encore les anciens philosophes, grecs notamment, mais pas seulement grecs, qui appelaient problème des questions difficiles, parfois insolubles, et nécessitant la confrontation de divers points de vue. Mais aujourd'hui, on ne parle plus que de problématiques. Et le mot problème a disparu de la langue française. Comme s'il suffisait de résoudre des problématiques en langage mathématique, en les traduisant en langage mathématique, pour les ordinateurs notamment, mais pas seulement, et les mathématiques étant la seule science habilitée désormais à traiter de tout, de l'astronomie, de l'économie, de la politique, de la sociologie et même de la médecine. Un philosophe anglais du XVIIe siècle s'est amusé à dire de façon provocante, en paraphrasant un vieux proverbe biblique, « Toute nouveauté n'est qu'oubli ». C'est Bacon, Francis Bacon. « Toute nouveauté n'est qu'oubli ». Le préjugé moderne que la lecture serait un privilège réservé à une élite qui a seul accès à l'école est lié à la dévaluation des lettres qui a paradoxalement réduit la lecture à n'être qu'une activité de loisir. Nous avons oublié que de l'Antiquité à la Renaissance, la lecture était une gymnastique de l'esprit, nécessaire à tous et à tout âge, aussi indispensable pour avoir une vie saine que la nourriture et les exercices du corps. Mais il y a 200 ans, à l'époque où a été décidée la constitution du premier fonds de la bibliothèque du Liamone, aujourd'hui bibliothèque Fesch, la culture et l'enseignement reposaient entièrement sur les humanités. Et on apprenait à l'école, Baudelaire, Rimbaud, non seulement ont appris le latin et le grec, ont appris à le lire mais à l'écrire et à composer en latin et en grec, mais on apprenait avec le latin et le grec, qui n'étaient pas encore des langues mortes, on apprenait des savoirs multiples et fondateurs. Dans la Grèce antique, le premier apprentissage de la lecture se faisait avec Homère. Mais bien avant de savoir lire, les enfants étaient déjà familiarisés avec les contes homériques et la poésie était indissociable de la musique parce qu'elle se transmettait oralement. C'est pourquoi les 9 muses forment un chœur polyphonique et leur chant, donc un chœur indissociable, on n'en invoque jamais une seule, mais elles sont toujours ensemble. Et elles dansent et elles chantent. Et leur chant symbolise la nécessaire articulation des arts et des sciences, qui sont les moyens dont dispose l'espèce humaine pour connaître le monde. Par leur langage poétique, elles exercent l'esprit, donc les muses, exercent l'esprit de chaque individu à saisir la complexité du monde pour pouvoir trouver par lui-même les réponses adaptées à chaque problème, au lieu d'appliquer mécaniquement des règles standardisées pour régler des pratiques académiques. Pour les anciens lecteurs, la poésie n'était pas que littérature. Et la Renaissance a hérité de l'Antiquité, à travers le Moyen-Âge, ce que l'on appelait des arts libéraux. Donc ce système éducatif était fondé sur les arts libéraux, c'est-à-dire 2 principes complémentaires qui articulaient 2 principes complémentaires, la maîtrise conjointe du langage et du raisonnement, langage écrit et parlé par la rhétorique, la dialectique et la grammaire, et qui n'était pas que la grammaire d'ailleurs c'était la littérature, ce que nous appelons aujourd'hui l'enseignement de la littérature, et des outils mathématiques qui servaient à mesurer le monde, la géométrie et l'astronomie, et à harmoniser les sons par la musique. L'étude des lettres permettait ainsi, était donc la base, le point de départ, qui permettait d'exercer l'ensemble des activités intellectuelles dont dispose chaque individu et qui rendent l'esprit libre, c'est pour ça qu'on les appelait des arts libéraux, parce qu'elles ne sont déterminées ni par le profit, ni par la consommation, par l'argent donc. Et pour les humanistes de la Renaissance, l'étude des lettres était indissociable de la philosophie naturelle, qui associait les sciences de la Terre, l'astronomie et la biologie, aussi bien que de la philosophie morale et politique, qui concerne toute la diversité des comportements humains. Tandis que la médecine se situait proprement à l'intersection
entre nature et société, parce qu'on pensait que les maladies du corps social sont analogues dans leur diversité comme dans leurs effets aux affections qui touchent les individus. C'est donc parce que l'humain est par nature un être pensant et parlant qu'il a toujours besoin des livres, et que les livres ne sont pas un produit de consommation, un consommable, comme on dit aujourd'hui dans la langue bureaucratique, c'est-à-dire une nourriture qu'il suffirait de digérer pour en être nourri, et puis après on oublie tout. Dans la culture humaniste, qui a duré en fait jusqu'à la fin du XIXe siècle, et qui admettait des formes diverses, la fréquentation assidue des livres servait à la construction commune d'une conscience individuelle et d'une éthique sociale. Et les deux se faisaient en même temps. Depuis la bibliothèque d'Alexandrie, tous les grands projets politiques qui étaient faits pour durer impliquaient la conception d'une bibliothèque publique de type encyclopédique, c'est-à-dire offrant à chaque citoyen la possibilité de s'exercer librement à lire, même en autodidacte, de la littérature, de l'histoire, mais aussi des traités de mathématiques, de médecine, de zoologie ou d'astronomie. Tout ce qui constitue le fonds patrimonial de la bibliothèque Fesch, parce qu'elle a été conçue et réalisée à une époque où l'enseignement public était encore fondé sur l'apprentissage des humanités, mais aussi une époque où on s'intéressait au dialogue des langues et des cultures. En explorant donc la bibliothèque Fesch, avec un plaisir renouvelé à chaque fois, j'ai découvert tous les trésors que je m'attendais à y trouver et qui constituent, sans surprise, une bibliothèque humaniste idéale. Mais ce n'est pas... finalement, j'ai choisi de ne pas parler de ces ouvrages de la Renaissance dont parleront nos collègues, mais plutôt des surprises que j'ai trouvées, parce que le plus intéressant, pour comprendre précisément la singularité des savoirs humanistes, c'est ce qu'on y découvre par surprise. C'est l'inattendu. Pour illustrer donc les principes de circulation des savoirs que je viens d'énoncer, je vous présenterai brièvement, trop brièvement, 4 découvertes inattendues, 4 de mes découvertes inattendues. 2 ouvrages tirés du très riche fonds ancien, mais ce fonds ancien relativement plus tardif que le XVe et XVIe siècle, qui justifie précisément ce fonds patrimonial de la bibliothèque Fesch et rend son héritage si important, parce qu'il porte témoignage, ces 2 premiers ouvrages, de la conception humaniste de la littérature comme une synthèse des sciences. Les 2 suivants, qui sont du XIXe siècle, caractérisent, c'est un peu une curiosité, mais qui mériterait d'être approfondie, caractérisant l'héritage personnel du cardinal. Ce sont 2 ouvrages qui sont liés directement au cardinal. Donc, par leur diversité même, ces 4 publications d'époques différentes se répondent à distance pour illustrer la continuité de l'esprit humaniste qui caractérise la conception de cette bibliothèque et que je viens très rapidement de résumer. Le premier, donc, voici que j'espère qu'on va pouvoir voir à l'écran, c'est le Philomusus, un ouvrage publié en 1605 et consacré aux réformes du calendrier par les Romains, donc des 3 calendriers annuels, et étudiant les mois, les différentes parties des mois, leur nom, qui n'est pas dit dans le titre, mais l'étymologie joue un rôle très important, et puis les rituels, les fêtes civiles, quotidiennes, et la diversité des noms des jours, en 5 livres. Philomusus, le nom qui signifie, tout le monde le comprend, j'imagine, l'ami des muses, ce n'est pas l'auteur, il s'appelle Pierre Morestel, mais c'est l'étudiant avec lequel Pierre Morestel dialogue pour lui enseigner les questions non pas des réponses, mais les questions qui se posent, et qu'on se pose depuis longtemps, sur les raisons pour lesquelles le calendrier a été réformé, d'où viennent les noms des mois. Et bien entendu, le plus important auteur qui s'était posé cette question avant, c'était Ovide, les fastes, qui constitue le fondement, mais pas du tout la seule source de cet ouvrage. Cet ouvrage très rare provient du premier fonds qui a constitué la bibliothèque du Liamone. Le tampon figure sur la première page.
Et donc, je n'ai pas à expliquer d'où ça vient, mais vous aurez les moyens, peut-être en interrogeant Saveria, d'avoir toutes ces informations. Et donc, il prend la forme, c'est un traité d'archéologie religieuse, en fait, qui donnait sous la forme d'un dialogue entre ce Pierre Morestel qui se définit lui-même, qui se décrit lui-même comme qui était dans ton nom, qui ne dit pas qui il était. Mais quand on fait quelques recherches, il n'est pas très connu, c'est un humaniste tardif, un de ces humanistes tardifs en fait qui était certainement un peu partout dans les régions de France et qui ne sont pas très connus. Mais quand on fait une petite recherche, on trouve des notices de journaux en particulier dans la presse locale qui nous apprend que qu'il était curé et professeur. Mais lui-même se définit professeur enseignant au collège de Tournus. Et lui-même se définit comme docteur en théologie et maître ès arts libéraux, le tout en latin. Selon les chroniques locales du XIXe siècle, qui disent qu'il est connu dans le monde savant par diverses dissertations historiques et littéraires, il a publié, donc le Philomousou, cité partout, enfin quand on cherche bien, on le trouve cité, sinon moi je n'en avais jamais entendu parler. Il semble être donc son principal chef-d'œuvre, mais il est aussi l'auteur en latin d'un traité de Kabbale, d'une encyclopédie circulaire qui est un commentaire de Raymond Lull. Encyclopédia, le mot grec, c'est le titre, c'est le mot grec encyclopédia écrit en grec, et puis c'est la Via Circularis pour connaître toutes les sciences selon la méthode de Raymond Lull. Il est aussi l'auteur d'une étude sur les rites funéraires antiques et d'une méthode pour acquérir toutes les sciences. Je traduis ce titre, Methodus ad acquirendi omnes scientias, publié à Rouen en 1632, donc 30 ans après presque. Il a aussi publié en français, en 1607, ensemble, 2 traités complémentaires de philosophie naturelle et morale, en affichant le rôle fédérateur des anciens poètes. Le premier de ces ouvrages est intitulé, en français, « Les secrets de nature » ou « La pierre de touche des poètes », en forme de dialogue toujours, contenant presque tous les préceptes de la philosophie naturelle. C'est la formule qu'on trouve dans tous les traités de mythographie de la Renaissance. Les mythes anciens permettent d'avoir accès à tous les préceptes de la philosophie naturelle et morale. Mais la philosophie morale, elle est dans le second volume, qui a pour titre « La philosophie occulte des devanciers d'Aristote et de Platon, que nous appelons les présocratiques, en forme de dialogue toujours, contenant presque tous les préceptes de la philosophie morale, extraites des fables anciennes. » Voilà pour Philomusus, je n'en dirai pas plus, mais si quelqu'un a la curiosité d'aller voir, il se trouve à la bibliothèque. Le deuxième, c'est le Vésuve. C'est un poème didactique, qu'on appelle didactique aujourd'hui, un poème scientifique, Poemetto storico-fisico, écrit en italien par un carmélitano de Milan, Atanaggio Cavalli, dont on connaît peu de choses aussi. Mais donc il semblerait qu'il ait été astronome et poète, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été formé aux humanités par la lecture de Virgile, de Pline et du poème de l'Etna en latin. Le principal intérêt de ce rare opuscule est qu'il se situe précisément à une époque charnière, 1769, entre la transmission de savoirs livresques hérités des anciens poètes et les premières expérimentations scientifiques modernes. Le texte poétique, divisé en 2 champs, décrit la structure physique du Vésuve et ses éruptions historiques. Il est suivi de 100 pages de notes rapportant les données scientifiques, les dates et des témoignages relatifs aux éruptions du Vésuve connues depuis l'Antiquité jusqu'au présent de ce Cavalli, avec un relevé chronologique de toutes les éruptions. Donc on va montrer les images qui sont avec. Il y a donc à la fin du livre 2 cartes en dépliant qu'on ne trouve pas dans toutes les... On trouve sur Internet quelques de rares exemplaires de cet ouvrage, mais en général, il n'y a plus les cartes. À la bibliothèque, les 2 cartes sont jointes. Une qui montre la topographie du Vésuve, elle est moins intéressante, mais la seconde, la deuxième, c'est une carte géologique qui expose le trajet des dernières coulées de lave observées entre 1750 et 1767, avec des numéros qui identifient le trajet daté de chaque coulée de lave. Donc je passe vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur les 2 autres ouvrages, mais je ne montrerai qu'un en images et je parlerai vite.
C'est donc l'héritage du cardinal. Le premier, on sait que j'ai su que c'était un héritage du cardinal en l'ouvrant, parce qu'il s'agit d'un recueil d'improvisation poétique, Saggio di versi estemporanei, en italien donc, del Cavaliere Lodovico Veltri Romanelli di Viterbo, publié en 1829. Et quand on ouvre ce volume, on découvre que la première transcription, puisque ce sont des transcriptions écrites, faites par d'autres, par des auditeurs, de ces improvisations poétiques, et qui ont été revues par l'auteur, c'est ce qu'il dit, pour la publication. Il en existe 3 volumes, mais seul le premier est à la bibliothèque Fesch, et donc on comprend pourquoi quand on ouvre la première page, puisque ce recueil s'ouvre sur une improvisation sur les Gli affetti del cuor di Maria nella deposizione di Gesù dalla croce, donc une pietà, dont l'argument a été donné par le cardinal Giuseppe Fesch et improvisato in Roma nell'Accademia Latina et transcrite d'un autre. Donc improvisé sans doute l'année précédente. Et la cohabitation dans cette bibliothèque encyclopédique des traditions savantes et philosophiques les plus érudites et les plus anciennes et des traditions populaires qui étaient encore vivantes et que le catalogue de Tourangeau du XIXe siècle nomme les poésies patoises. Les improvisations poétiques font partie avec les proverbes et des poèmes en catalan qui témoignent de la persistance au début du XIXe siècle de ces savoirs humanistes qui n'étaient pas encore ni enfermés dans l'école, ni cloisonnés par les catégories étanches et réductrices de culture savante, censée mépriser le peuple, et de culture populaire, censée être inculte. La bibliothèque Fesch conserve beaucoup d'autres témoignages de l'ouverture des derniers humanistes du XIXe siècle à la diversité des autres cultures, des langues et même des religions étrangères du monde. On y trouve en effet plusieurs recueils de proverbes, anciens et modernes, des dictionnaires multilingues, des traités de mythologie comparée, des anthologies de textes poétiques et philosophiques arabes, chinois et sanscrits. Et donc le dernier recueil sur lequel, dont je vous parlerai, et donc on n'a pas pu, l'image ça n'a pas marché, a été publié à Rome en 1825. Et celui-là, le catalogue de Tourangeau précise que c'est un don du traducteur au cardinal Fesch. Il s'agit d'un recueil de sentences morales, sommario, le titre c'est en italien, Sommario di sentenze morali del filosofo indiano Sanakea. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que ce philosophe Sanakea, j'en avais jamais entendu parler moi. Donc en 1825, un marin, voyageur, aventurier, donc quand on fait une recherche sur Internet, on apprend qu'en réalité, il est soupçonné d'avoir été un pirate, bref. C'était un grec, italo-grec, qui était de Zante, qui était une île qui, à l'époque où il est né, en 17 ans, je ne sais combien, à la fin du XVIIIe siècle, appartenait à Venise. Et donc il était de fait citoyen vénitien. Et lorsque la Grèce, il a quitté Zante, lorsque Zante a été annexée, et les îles ioniennes ont été annexées par Napoléon, enfin par Bonaparte. Et il a, à ce moment-là, vécu en Italie, c'était un marin qui parcourait le monde, mais il revenait en Italie pour publier ses récits de voyage et aussi des traités de cartographie et de géographie méditerranéenne, sur tous les lieux. Et il explique lui-même, dans la préface à ce livre, qu'il finançait lui-même ses publications. Mais il en a publié à Paris, à Londres, un peu partout en Europe. Donc c'est vraiment un voyageur qui se définit lui-même dans sa préface comme un voyageur expert en navigation et ami des lettres, qui déclare que ces sentences morales qu'il a recueillies, je vous dirai comment tout de suite, à Bénarès, cette publication est utile à l'humanité en général, et il le dit explicitement, non seulement parce qu'elle fait connaître des peuples méconnus, que l'on prend pour des barbares, mais surtout parce qu'elle transmet l'enseignement d'un de ces sages anciens qui était vénéré déjà par les Grecs et qui est vénéré, dit-il, par ses concitoyens, par tous les Indiens de son temps, du XIXe siècle, mais totalement ignoré des Européens. Et c'est parce qu'il était ignoré des Européens, même les Anglais, dit-il, qui possèdent quasiment toute l'Inde, ne le possèdent pas encore, dit-il dans sa préface. Il n'avait pas encore été traduit, en effet, et après il l'a été à Londres. C'est en effet donc ce rare recueil entièrement bilingue
italien, grec, pas sanskrit. Mais il a obtenu d'un exilé grec, qui est à Bénarès, la traduction grecque des textes sanscrits. Et lui, après, l'a traduit en italien. Au passage, les modernes l'accusent de plagiat, mais en réalité, il rend hommage, et il rend un hommage très vibrant à le savant grec qu'il a rencontré à Bénarès, dont il fait l'éloge, qui s'appelle Démétrios Galanos. Et il dit d'abord qu'à Bénarès, la sagesse ancienne de ce Sanakya, qui est censé avoir vécu au IIIe ou IVe siècle avant Jésus-Christ, est encore donc à Bénarès, jouit du respect de tous les peuples indiens, et que là, à Bénarès, s'épanouissent toutes les sciences et tous les arts. Et ce grec Démétrios Galanos est un savant exilé depuis 35 ans aux Indes, un savant grec exilé aux Indes parce que la Grèce est aux mains des Turcs, et qui était un homme éminent en matière de sciences et de littérature, qui connaissait non seulement le grec, le latin, l'anglais, mais plusieurs langues, j'ai fini, européennes et orientales, et qui était inscrit en sanskrit et dans les secrets des Indiens, dit-il, et qui donc était respecté non seulement par les brahmanes de l'Inde, mais aussi par les voyageurs pour sa sagesse, son savoir et sa vertu. Alors je voulais vous citer trois extraits de ces 7 sagesses, mais je vous les garderai pour une autre fois et vous irez les voir vous-même. Merci.